fin de New Mutants devient un des personnages récurrents et périphériques de la série. Il y a l'avènement de Cable qui, pareil, est apparu à la fin de New Mutants, et visiblement, d'après les notes et les témoignages de gens de l'époque, Cable ne devait pas être la version qu'on connaît, mais devait être la version future d'un autre personnage. On a des personnages qui sont surarmés, qui ont des flingues plus gros que leurs bras, qui ont des armes tranchantes dans toutes les poches, qui décident d'attaquer les vilains avant que les vilains attaquent. C'est d'une certaine manière la première série de premier ordre, on va dire, qui adopte un comportement proactif. C'est des personnages qui sont vraiment ce que j'appellerais des personnages interventionnistes. D'une certaine manière, c'est la préfiguration de trucs qu'on verra plus tard, notamment dans les années 2000, comme Authority ou Ultimates, où les personnages décident d'agir et non pas de réagir. C'est peut-être moi qui n'aime pas du tout, et c'est un euphémisme, les X-Force de Liefeld. Je dirais que c'est selon moi la seule qualité du truc, c'est justement de proposer clairement, alors que dans d'autres séries c'est un peu fait en loose day, c'est un peu fait à mi-mot, de proposer clairement des personnages qui disent là, si on laisse faire, ça va partir en vrille, donc on laisse pas faire, on frappe d'abord. Et ça c'est pas mal, c'est une... là pour une fois, on va dire d'un point de vue politique, le grim and gritty prend une dimension assez forte. Le seul problème étant que l'auteur aux commandes n'est pas d'une subtilité étouffante. Il faudrait attendre la reprise d'autres auteurs, ou même la récupération du thème dans d'autres séries pour avoir quelque chose d'intéressant. Mais là, on a Cable qui en plus a le prétexte de venir du futur et de dire attendez, c'est bon, j'ai vu le truc, faut pas que ça se passe comme ça. Donc c'est peut-être les personnages qui... Ce sont les héritiers des nouveaux mutants, donc ce sont d'anciens adolescents, ce sont les héritiers du rêve de cohabitation de Charles Xavier et d'un rêve de paix, et ce sont ces gamins-là qui disent à un moment, attends, c'est bon, le coup de la paix, on l'a fait, ça ne marche pas, nous on est des soldats. Et ça, cette dimension, elle est pas mal. Et je pense personnellement que les successeurs de Liefeld ont fait un meilleur boulot que lui-même, mais il a au moins eu le mérite d'avoir flairé une piste très intéressante à suivre. Donc tu as parlé pour poursuivre sur les X-Men, tu as parlé de Age of Apocalypse qui était donc un des gros événements des années 90, on a cité aussi le mariage de ces deux-là. Ensuite il y a l'événement donc Onslaught qui va aboutir aussi à Hero Reborn, si je ne me trompe pas. Ça commence dans les X-Men, mais les X-Men ne sont pas impactés par ce changement éditorial, c'est ni plus ni moins qu'un changement éditorial, puisque Marvel décide de faire appel à leurs stars échappées, qui sont partis créer Image dans leur coin avec le succès qu'on leur connaît. Je crois que c'est peut-être les ventes sont un peu sur le déclin au moment où Marvel décide de les rappeler en fait. Ils vont demander à Jim Lee et Rob Liefeld et donc leurs studios respectifs de rebooter les séries majeures de l'univers Marvel à part les X-Men, c'est-à-dire les séries qui sont en déclin au niveau des ventes. On parle des Vengeurs, Captain America, des Fantastic Four, Thor, Iron Man. Et donc de demander à ces auteurs-là de les relancer avec une esthétique propre à Image, leurs propres scénaristes, je pense qu'ils étaient fait carrément par les studios Wildstorm pour ce qui concerne Jim Lee, dans ce qu'on appelle un Pocket Universe, donc un univers indépendant du reste de l'univers Marvel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je vais pas essayer de retrouver les fichiers. Oui, alors l'idée du Pocket Universe, elle est surtout exploitée à la fin. Au début de cette opération, donc en gros, il y a une entité, une créature maléfique qui fout le bazar dans l'univers Marvel. Ils arrivent à les vaincre, mais une fois que la poussière retombe, on s'aperçoit que les Vengeurs et les Fantastiques, ils ont disparu et que les X-Men sont encore là. Et en fait, dans l'univers officiel, les Vengeurs et les Fantastiques sont pas là. On ne sait pas où ils sont.
Ça crée un vide, il y a d'autres équipes qui les remplacent, et nous, les lecteurs, on a le droit à un nouveau Fantastic Four numéro 1, Avengers numéro 1, Iron Man numéro 1 et Captain America numéro 1. Et fait par les anciens jeunes turcs révoltés qui ont créé Image. Et alors, parfois, notamment dans le cadre des Fantastiques, Jimmy reprend tous les fondamentaux des Fantastiques, alors donc le Quatuor, Black Panther, Galactus, Doctor Doom, etc. Parfois, ça part dans d'autres directions différentes. Iron Man a une nouvelle armure avec d'autres capacités, etc. L'opération dure, je crois, 13 numéros. Le 13e étant le 13e de chacune des séries, constituant un crossover, une aventure bouclant la chose. Et alors toute cette saga est étiquetée Heroes Reborn. Et à la fin d'Heroes Reborn, on a le Heroes Return, les héros qui ont été ressuscités vont revenir. Et c'est là qu'ils mettent en avant l'idée que c'est un univers de poche, de manière à pouvoir conserver bien sûr la version Heroes Reborn et pouvoir la ressortir éventuellement s'il y a besoin, et pouvoir réexpliquer le retour des héros qui étaient coincés dans un univers de poche qui a en gros servi de sauvegarde au moment du triomphe contre Onslaught. Ils ont été détruits, mais en fait non, ils ne sont pas détruits, ils sont sauvegardés. Au bout de ces 13 numéros, ils reviennent. Et là, ça permet à nouveau de recréer un numéro 1 de Fantastic Four, de Captain America, Iron Man et Avengers, avec des équipes plus classiques qui correspondent à une manière d'écrire qui est plus proche de celle du Marvel qu'on a connu dans les années 70-80 que du Image des années 90. Mais surtout, on se rend compte que, on va dire en un an et quelques mois, on a eu 2 numéros 1 sur 4 séries, et 2 numéros 1 qui marchent. Ça crée de la médiatisation, ça crée des commandes chez les libraires, ça crée des ventes, etc. etc. C'est aussi un tournant, c'est-à-dire que jusque-là, depuis 61, avec Fantastic Four, on avait des séries qui continuaient, qui accumulaient 200, 300 numéros et tout ça. Et puis là, avec Heroes Reborn, on a des numéros 1, 13 mois après, on a encore des numéros 1, et ça marche, ça vend. Et ça va créer une habitude qui, aujourd'hui, est très, très fréquente, c'est-à-dire on relance la série, on ne continue pas la numérotation qui nous permettrait d'atteindre des numéros 800 ou 900, on relance la série. Donc c'est un gimmick éditorial qui supplémentaire par rapport au changement aux couvertures gadgets, à ce genre de choses. Certains commentateurs ont pu dire que c'était un petit peu le signe d'une fuite en avant, d'un malaise, de problèmes économiques des sociétés d'édition. Bon, tout le monde faisait un petit peu ça quand même. Mais c'est vrai que cette opération Heroes Reborn a montré le feu vert, a montré une voie en disant là, on peut refaire un numéro 1 et attirer l'attention à nouveau d'un lecteur qui pourrait être un peu blasé. Alors stylistiquement, on a ce qu'il y a probablement de pire dans les années 90, c'est-à-dire le stéréotype poussé à l'extrême, des anatomies, comme vous pouvez voir, assez hypertrophiées, des gens très énervés, des hachures, des rendus qui ne correspondent à rien, qui ne correspondent pas vraiment à des ombres, ni c'est juste vraiment ce qu'on appelle du gimmick, c'est-à-dire du remplissage, c'est quasiment une image de marque pour cette génération. Jim Lee s'en tire quand même nettement mieux que son confrère Rob Liefeld, même si l'exploitation des formes féminines typiques des années 90. C'est un peu un désaveu de beaucoup d'auteurs Marvel qui, dans leur coin, faisaient du très très bon travail. Avant ça, je pense notamment à Mark Waid et Ron Garney sur la série Captain America, qui était une excellente série, dans un style probablement plus académique et plus conventionnel au niveau du dessin, mais qui fonctionnait bien, qui avait du succès, des lecteurs fidèles. Je pense à beaucoup d'artistes qui étaient moins populaires, moins poussés sur le devant, qui ont été un peu écartés pour le goût du moment, pour des auteurs phares qui étaient sous les feux des projecteurs, mais bon, finalement, dont les fans en avaient un petit peu marre. C'est pas pour rien que leur vente baissait. C'est aussi peut-être pour ça que cet événement n'a pas duré si longtemps que ça, contrairement à ce que Marvel pensait faire.
On sait maintenant qu'ils pensaient éventuellement donner les clés à Wildstorm de toute la boîte. Ça a été discuté. Ils pensaient relocaliser Marvel sur la côte ouest et fermer les bureaux new-yorkais à cette époque. On a échappé au pire. On a échappé au pire. Donc, suite à ce Hero Reborn dont tu viens de me parler, Jim Lee s'en sortira très bien, puisqu'il vendra sa boîte à DC, deviendra l'artiste de Batman des années après, se refera une jeunesse stylistique, d'ailleurs sortira de tous ces clichés horribles des années 90 pour redevenir un vrai dessinateur. Alors, Rob Liefeld, c'est un autre problème. On a donc après ces Heroes Reborn, on a Heroes Return, donc les héros qui rejoignent l'univers Marvel. Dans cette période-là, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter Kurt Busiek et Georges Pérez qui reprennent les Vengeurs, qui font un gros succès avec ça. On a Alan Davis, il me semble, qui arrive en dessinateur sur Fantastic Four pour quelques numéros, histoire de rappeler un peu un académisme perdu par Marvel au niveau du dessin. Ce sera suivi, je crois qu'il y a Salvatore Larroca, Pacheco, quelques grands noms comme ça qui vont faire du très bon travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Iron Man aura été positivement influencé, je pense, par Heroes Reborn, puisque j'ai l'impression qu'il était assez ringard avant, et après Heroes Reborn, les gens se rendent compte qu'il faut probablement regarder en Asie pour voir ce que font les auteurs de manga en termes de méca. Ils vont certainement avoir une approche un peu plus moderne sur l'armure. Oui, Iron Man souffrait aussi de cette sensation que les responsables éditoriaux ne savaient pas où aller. Donc juste avant Heroes Reborn, Iron Man est devenu méchant, il est mort, il a été remplacé par un double alternatif plus jeune de lui-même. Donc on ne savait pas trop où on allait, et ils ont profité du fait que les héros partent dans l'univers de poche, puis en reviennent pour nous restituer le Tony Stark moustachu et un petit peu grande gueule que l'on connaît. Ah, magnifique, merci. Il fallait s'arrêter là-dessus, vraiment. Ah oui, tu as bien raison. Donc je ne l'ai pas trafiqué, c'est pas moi qui me suis amusé sur Photoshop à le déformer. C'est là où on voit que Marvel avait un peu perdu pied. Enfin, il y avait vraiment plus personne pour dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les limites. Alors on peut sans doute associer ça à une espèce de mouvement de panique qui est lié aussi à des mouvements financiers, à des jeux d'achat et de rachat. Marvel mettant plusieurs orteils dans l'univers du jouet et cherchant des financements ici et là. Et c'est vrai que financièrement, Marvel de la fin des années 90 est en très grande difficulté. Il y a, je ne me souviens plus du nom de cette loi, mais il y a une loi, et je ne me souviens plus non plus des dates précises, mais c'est à la toute fin des années 90, il y a une loi qui permet aux sociétés américaines de déclarer une banqueroute et d'être protégées contre un dépeçage en règle de ses actifs. Et Marvel est passé par cette étape-là au moins 2 fois, je crois une fois à la fin des années 90 et une fois au début des années 2000. Donc la situation financière de Marvel, c'est lié à l'explosion de la bulle spéculative sur la BD américaine, mais c'est lié à d'autres trucs aussi. Ils ont acheté des boîtes qui ne fonctionnaient pas, ils ont investi dans des trucs qui ne marchaient pas, etc. La situation financière de Marvel était très très mauvaise. Je crois qu'on peut dire sans exagérer que si ça s'était passé un poil plus mal, aujourd'hui on parlerait plus de Marvel, on parlerait d'une société défunte à la fin des années 90. Bon, on sait maintenant que la société se porte bien, même avant d'avoir été rachetée par Disney, mais en 97, 18, 19, c'est pas toujours très joli à regarder à l'intérieur, et quand on entend quelques bruits de couloir, ils sont assez inquiétants. Pourtant, il y a eu quand même des bonnes choses, notamment suite à ce qu'on a dit sur les X-Men, qui eux étaient restés dans l'univers classique, ne sont pas passés par Heroes Reborn. On a eu notamment Joey Madureira, qui a été une énorme star dans les années 90. On note une énorme influence des mangas sur lui, ce qui est nouveau dans les comics. Jim Lee avait un petit peu amorcé ça, et lui, on peut dire que vraiment, il est là-dedans. Une mouvance graphique qui va être très importante pour les dessinateurs de ma génération et ceux d'après, notamment.
Et puis, on a au niveau scénario et au niveau dessin, donc Alan Davis, dont on a déjà parlé, qui avait brillé précédemment sur Excalibur, une série très drôle d'aventures qui reprenait des univers créés par Alan Davis lui-même et Alan Moore pour le marché britannique sur Captain Britain, qui avait fait cette série, donc Excalibur, qui avait fait de grandes choses au niveau scénaristique. Et bien, il reprend les X-Men au scénario, au dessin, va résoudre beaucoup de choses, régler énormément de problèmes. Toutes ces histoires qui étaient laissées en suspens pendant des années, il va tout tricoter et fermer toutes les portes avant que Marvel décide de refondre tout ça à peu près à la sortie des films de la Fox, au moment de la sortie des films, et donner ça à un scénariste très très populaire anglais qui s'appelle Grant Morrison. Et pour ne pas parler de reboot, puisque c'est dans la continuité officielle, mais on peut au moins parler d'un gros changement cosmétique. Il change de costume, il change d'équipe, il change de dynamique, et ça va être l'ère qui va initier les années 2000. Oui, c'est ça, c'est avec en plus des clins d'œil sur les fameuses combinaisons en cuir des X-Men, qui a été la petite remarque dans les dialogues de Grant Morrison pour dire que voilà, on repartait à zéro. Mais justement, Alan Davis, lui, il arrive sur la série un peu pour ranger les jouets, mais à son corps défendant, parce qu'il arrive en fait pour illustrer les scénarios de Joe Kelly, et Joe Kelly part genre 2 mois plus tard, et les gens de Marvel disent: ah bah tiens, on n'a plus de scénariste, est-ce que tu pourrais nous écrire l'épisode du mois prochain? Oui, d'accord. Il écrit, il le dessine. Ah, puis le mois suivant, est-ce que tu peux nous l'écrire aussi? Ah bah oui, d'accord. Puis le troisième mois, ah bah est-ce que tu pourrais écrire celui-là? Puis l'autre série aussi. Et en fait, ça dure, je ne sais plus, 6-8 mois, peut-être un petit peu plus. Mais effectivement, il range tout. Et ça, c'est un phénomène aussi qu'on verra plus tard et qui deviendra une espèce de réflexe. C'est-à-dire que les scénaristes, quand ils savent qu'ils sont sur le départ, ils rangent les jouets, un petit peu, comme Walt Simonson avait une métaphore qui est intéressante. Il dit, en fait, on est dans un bac à sable, donc on fait un super château. Une fois qu'on a fait le château, on réétale le sable pour que le mec qui vient derrière puisse faire son château à lui. Mais c'est toujours le même sable. Et c'est un petit peu ça, on a cette logique-là. On a aussi la logique de... On prête les clés du personnage, de la série ou du groupe à un auteur, donc ça va être le cas de Grant Morrison, mais ça a été le cas d'autres personnes avant, pour qu'il fasse son chantier à lui sur les X-Men, sur les Fantastiques, sur voilà. Et ça, c'est une manière de faire qui est très présente aujourd'hui, mais qui commence déjà à s'installer à la fin des années 90. En dépit du vent de panique qui pouvait souffler, les gens, on peut parler par exemple du personnage de Daredevil qui a connu durant les années 90 des errances, des changements de costume, voilà. Et puis à un moment, les gens disent à un scénariste qui s'appelle Jean-Marc Desmatéis, ils disent t'as 6 épisodes pour faire le point sur la situation de Daredevil avant qu'on file les clés à quelqu'un d'autre. Et en fait, en gros, il résume tout Miller en intégrant les événements récents dans une perspective à la Miller. Hop, il remet le personnage d'équerre, un peu nettoyé, après sorti de sa dépression nerveuse. Et après arrive un scénariste qui s'appelle Karl Kiesel qui réinjectera un petit peu d'humour. Et régulièrement, ils font comme ça, comme une espèce de nettoyage de printemps de leur personnage. Soit c'est le scénariste en titre qui le fait au moment où il va partir, soit c'est un scénariste qui va travailler sur 4 ou 6 numéros, histoire de nettoyer, de passer un bon coup d'aspirateur et de gommer les aspérités. Donc ça va être une période de crise, une période d'excès. Il y a des habitudes éditoriales qui commencent à s'installer. Donc puisque tu parles de Daredevil, comme tu as cité comme exemple, on peut aussi évoquer dans les années 90, donc John Romita Jr. et Al Nocenti, un run très intéressant, qui a été suivi par Lee Weeks aussi, dans un très, très académique aussi. Puis Fall from Grace, qui est encore une fois très 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 synonyme des années 90, puisqu'on lui met un nouveau costume tout sombre, tout gris avec des lames, et donc bien agressif, et tout ce qu'il faut pour plaire au lecteur de Punisher.
Ça a remporté un succès certain, mais pas si longtemps que ça. On a vraiment l'impression que le public doit être sollicité sans arrêt dans les années 90, puis s'ennuie très rapidement de ces nouvelles idées. Oui, et puis l'ennui, alors il y a peut-être le phénomène de l'ennui, puis il y a le phénomène du clou qui chasse l'autre. C'est-à-dire que c'est aussi les... le Fall from Grace, il est intéressant parce que il y avait une blague qui courait à l'époque où on se disait, pour secouer un super-héros, il y a quoi? On peut changer de costume, on peut changer les pouvoirs, on peut le tuer, on peut mettre une couverture gadget et on peut créer un mariage. Et en regardant Fall from Grace, qu'est-ce qui manque? En fait, c'est le mariage. Mais il a changé de costume, il est considéré comme mort, on a mis des couvertures gadget, etc., etc. Donc il y a un côté comme ça, on balance de l'événementiel à fond les ballons. Une fois que c'est fini, on en rebalance encore par derrière. Et là-dessus se greffe l'habitude du crossover, c'est-à-dire on fait une grande saga qui s'étale sur 18 numéros répartis sur 6 séries. Et donc il faut tout acheter en même temps. Et une fois que cette saga-là, elle est terminée, et ben ça c'était la saga estivale, et ben il y a la saga de l'automne qui va arriver, puis il y a la saga du printemps, etc., etc. Donc le lecteur, il est super sollicité. Ce qui implique aussi une vision de l'univers partagé comme vraiment un tout. C'est-à-dire que Onslaught et Heroes Reborn, ça a touché toutes les séries. Ça a touché notamment les séries réécrites, mais aussi les séries des autres personnages qui sont obligés de gérer l'absence des héros disparus. Et autant jusque dans les années 80, on avait des auteurs qui avaient leur série et qui avançaient, qui déroulaient leur fil rouge sur cette série-là en se disant c'est bon, j'ai mon petit précaré, je vais faire mes choses à moi. Autant maintenant, on a à la fin des années 90, s'impose le système de on va raconter une histoire qui concerne l'ensemble de l'univers Marvel. Alors, parfois il y a des sous-poches, hein. Il y a l'univers Spider-Man, il y a l'univers X-Men, il y a l'univers Vengeurs, mais globalement c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'écrit plus un titre séparément, on écrit un titre dans un sous-groupe et dans un catalogue. Et le lecteur à la fin il est épuisé parce qu'il ne sait plus vous donner ça correspond aussi à une montée en puissance des éditeurs. Il y a plus de titres, il y a plus de références, il y a plus de déclinaisons, il y a plus de mini-séries. Il y a vraiment beaucoup de productions à cette époque-là. Oui, dans toutes ces productions, pour conclure, on va en citer beaucoup, parce que on ne va pas parler de tout, les années 90 c'est impossible, mais il y a eu l'univers de 2099, dont vous avez vu quelques images, donc qui proposait de transporter l'univers dans le futur, avec un nouveau Spider-Man, un nouveau Docteur Doom, un nouveau Punisher, un personnage qui s'appelait Ravage, qui marquait le retour de Stan Lee aux affaires, qui n'a pas été une réussite du tout. Bon. On a le Punisher qui a bien fonctionné dans les années 90, notamment avec une série qui s'appelait Punisher Warzone qui a été très intéressante, qui est plus ou moins le flic dans la mafia version Punisher. On a beaucoup de swimsuits. Comme je vous le disais, c'était les années où l'image de la femme n'était pas des plus subtiles. On a Infinity War, donc la suite des sagas cosmiques de Jim Starlin, qu'on va bientôt voir porté à l'écran dans les films des Vengeurs, avec Thanos, et tous ces spin-offs, Warlock and the Infinity Watch, Silver Surfer qui continue sur ces aventures-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... On a la résurgence aussi de personnages des années 70 qui retrouvent une nouvelle jeunesse. Oui. Alors on a Ghost Rider, qui profite de la vague Grim and Gritty et qui affronte des ennemis nettement plus violents, nettement plus surnaturels, et c'est une version plus sombre. On a les... Blade, dans le même genre. On a Blade, oui, qui n'aura jamais vraiment sa série à lui, mais qui aura des petites mini-séries et qui profitera justement de... C'est le premier super-héros Marvel à être adapté avec un gros succès en 98, je crois. On a aussi les Gardiens de la Galaxie, qui sont des personnages des années 70 et qui trouvent une nouvelle jeunesse. On a cette volonté chez l'éditeur de se dire, attends, ok, on va suivre la mode, mais on a quand même un catalogue énorme dans les tiroirs et on va essayer régulièrement de les raviver.
un groupe comme les New Warriors, en fait, c'est d'une certaine manière un rajeunissement à tous les sens du terme de certains personnages secondaires, genre Nova, qui est un super-héros des années 70, Namorita, qui est un personnage secondaire de la série Submariner, ce genre de choses. Et le paradoxe, c'est que ce sont des vieux personnages, mais mis à la sauce moderne. Parfois, ça marche très bien, parfois, ça se plante, mais effectivement, il y a cette volonté comme ça d'allier le moderne et le nouveau, en faisant venir aussi des auteurs qui sont des vieux auteurs, enfin des vieux auteurs entre guillemets, mais qui ont eu leur heure de gloire 20 ans avant, et Jim Starlin est le premier, mais il y en a d'autres aussi qui sont venus faire des choses. Adam Warlock est un personnage des années 70, effectivement, qui a reconnu une deuxième jeunesse. Donc il y a cette volonté d'aller aussi de donner à des personnages pas bien connus une première série régulière. Silver Sable, qui est une héroïne secondaire de Spider-Man, a sa série. Deathlock, également personnage des années 70, à sa série. Donc ça marche bien, donc on élargit le catalogue et on sort un maximum de choses. L'enjeu étant aussi d'occuper le rayonnage pour pousser les concurrents. On peut aussi citer quand même, avant la conclusion, le Hulk de Peter David, qui a été vraiment le gros revamp des années 90, scénariste qui s'empare d'une série et qui ne lâchera pas pendant combien d'années, qui est resté tellement longtemps dessus. Oui, 13-14 ans. Ouais. Avec différents dessinateurs, finalement assez peu important compte tenu du fait que les lecteurs étaient très attachés au scénariste. Il a eu la chance d'avoir Dale Keown et Gary Frank sur la série notamment. Mais bon, c'est Liam Sharp aussi. Mais c'est vraiment un scénariste qui va s'emparer du personnage, qui va le faire évoluer énormément, notamment lui rendre son intelligence. On va avoir un Hulk intelligent pendant des années et des années. Beaucoup d'humour, des scénarios avec une vision à long terme. Est-ce que l'univers Marvel au cinéma va s'intéresser à ça? Ce serait probablement très intriguant comme concept. C'est certainement quelque chose qu'ils vont finir par aborder à un moment ou à un autre. Après le cinéma, le cinéma propose 2 heures ou 2 heures et demie de divertissement tous les 2 ans. Donc il faut imposer un personnage pour pouvoir jouer avec ces éléments qui le définissent. La force de Peter David a eu deux portes d'entrée qui sont au départ Hulk, personne n'en veut, ça se vend pas, tu fais ce que tu veux. Donc ah bah tiens, il est gris, je vais expliquer pourquoi il est gris, il a l'air moins idiot, je vais expliquer pourquoi en fait il est intelligent, etc. Et aussi, il a eu la chance d'avoir un personnage dont l'apparition n'a jamais quasiment été interrompue depuis fin 62, et donc qui a connu quelques petites variations sur lesquelles il peut s'appuyer. C'est peut-être plus facile effectivement de créer de créer une facette, d'amener une facette différente d'un personnage quand les lecteurs ont eu un rendez-vous mensuel depuis 25 ans. Au cinéma, c'est peut-être plus dur, mais pourquoi pas? Ça serait intéressant effectivement d'avoir un Hulk qui n'est plus la bête incontrôlable qu'on a vue avec 3 acteurs différents, mais qui soit un peu plus intelligent. C'est peut-être là aussi que Marvel peut jouer une carte en termes de séries télé, c'est d'imposer des figures récurrentes, et à partir de là, d'imposer un thème, et donc qui dit thème dit variation aussi. Mais c'est la grande force en fait du comics mensuel, même si tous les ans il y a un nouveau numéro 1, c'est que on peut proposer au lecteur une formule, et cette formule on peut la varier une fois que le lecteur est habitué.